Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Que vous ayez la désagréable impression de ne pas être à votre place professionnellement parlant ou que vous souhaitiez vous réinventer sans trop savoir comment faire, mon invité du jour devrait vous plaire. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir la talentueuse Mélanie Dumont, aka Mélanie & Nails sur Instagram. Après 8 ans de carrière dans la finance, Mélanie opère en juin 2020 un virage à 180 degrés et décide de lancer son activité de manicure et de nail art. Une passion qu'elle s'est découverte sur le tas, en avançant à tâtons et en se formant auprès des meilleurs. Peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, regard des autres ou encore compétition sur les réseaux sociaux, on a décortiqué ensemble le parcours, non sans obstacle, de la vie d'une reconvertie. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Mélanie. Bonjour Anissa. Comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Ça va super bien. On parlait on a papoté une petite heure avant de commencer et du coup j'ai plein d'énergie depuis cette discussion, donc je sais pas comment cet épisode va tourner, mais en tout cas j'ai hâte. Et toi, ça va ? Oui, j'ai hâte, mais je suis un peu stressée. J'ai jamais été à l'aise pour parler en face d'un groupe et encore moins devant un micro. Mais je me fais violence. Mais tu vas t'en sortir comme la plupart de mes invités et c'est ça que j'aime, c'est le fait d'aller finalement se faire un petit peu violence pour parvenir à partager ton parcours, puisqu'aujourd'hui on va parler de toi, de ton histoire. Donc peut-être je te laisse rapidement te présenter avec les attributs qui t'intéressent et puis on va rentrer dans ton parcours juste après. Alors je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans, bientôt 33. Donc on est ici pour parler de la reconversion professionnelle. Donc moi je suis arrivée à Luxembourg en 2012 et j'ai travaillé 8 ans dans le milieu de la finance. Et l'année dernière, pendant le premier confinement avec le Covid, j'ai décidé de quitter mon job de salarié et de lancer ma petite société de manucure. Voilà. Ok. Très bien, c'est bien récapitulé, je pense. Et tu sais, dans le podcast, on a cette tradition de commencer avec la question qui justement nous amène à savoir si ta vie était un film, quel en serait le nom ? Est-ce que toi, tu as réfléchi ? Oui, alors tu m'as posé la question hier et ce qui m'est venu assez spontanément, c'était l'art de renaître. Oh. Donc, je le dis vraiment sans arrogance. Donc, si c'était un film, c'est pas moi qui serais le professeur et qui enseignerait comment renaître. Je serais plutôt un des protagonistes qui essayerait d'apprendre à renaître, à se remettre en question, peut-être à laisser de côté ce pourquoi on l'a conditionné pendant les études, pendant le travail, et chercher au fond de soi ce qui nous fait du bien. Super bien. Je trouve que c'est un très très bon titre et en l'occurrence, ça rentre pile poil dans la thématique de l'épisode du jour. T'as l'impression d'avoir vécu une renaissance ces derniers mois ? Ouais. Ouais ? Oui, je pense que je me suis un peu... Alors, c'est pas révélée à moi-même. J'ai peut-être vécu, on va dire que je me suis dépouillée de tout ce pourquoi j'ai été conditionnée par les études et par le travail. C'est-à-dire, pendant les études, on nous a mis dans la tête, même si j'ai jamais vraiment cru, mais on nous a dit qu'on serait l'élite de demain, qu'on allait devenir des cadres dirigeants, etc. En fait, j'ai fait une classe prépa littéraire. Donc, à la base, je voulais devenir enseignante, passer l'agrégation. Donc déjà là, en fait, on nous bourrait le crâne qu'on serait l'élite de demain. Et puis ensuite, quand j'ai bifurqué en école de commerce, on nous répétait aussi la même chose. Donc en fait, moi, je me suis retrouvée dans cette école un peu par hasard. Je me suis retrouvée en finance un peu par hasard. En gros, j'ai vu de la lumière et j'y suis allée. Le premier jour où j'ai mis les pieds dans l'audit, dans un Big Four, je me suis dit « Merde, qu'est-ce que je fous là ?» C'est vrai ? Le premier jour, ouais. Le premier jour, ouais, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu y es resté quand même quelques temps ? Alors, ça peut paraître bête, mais par devoir. Par devoir, parce que je me suis dit, c'est pas possible que pendant 5 ans, j'en ai tellement chié pendant mes études. J'en ai tellement chié pour passer les entretiens, j'en ai tellement chié pour déménager, pour arriver à Luxembourg. Je peux pas laisser tomber maintenant, en fait. Ça aurait été, je l'aurais pris comme renoncer à tous les efforts que j'avais fournis pour en arriver là.
Donc en fait, j'ai vraiment serré les dents pendant 1 an et demi. Et en fait, pendant cette année, j'ai appris, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, j'ai appris que on n'est pas notre travail. C'est-à-dire que quand dans le travail, on nous répète qu'on n'est pas assez productif, qu'on est nul, qu'on n'est pas à la hauteur, que si on fait des heures sup, c'est parce qu'on n'est pas assez efficace. Et donc, en fait, on ne peut pas noter les heures sup. Donc, on travaille 80 heures par semaine, mais c'est juste parce que nous, on est nuls. Donc ça, c'est ce qu'on nous répète à longueur de journée. En fait, si on ne prend pas du recul sur le fait que le travail, c'est pas nous, c'est pas notre personne, en fait, en gros, tu fais une dépression, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où, quand j'étais en audit, j'ai eu le sentiment qu'on me dépossédait de tout ce que j'étais et de tout ce que j'avais appris. Et donc, en fait, pour moi, pour survivre à ça, la solution, ça a été de me dire que moi, Mélanie, j'étais pas auditrice. J'étais Mélanie d'un côté et je faisais ce travail d'auditrice de l'autre. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un travail que tu as entrepris l'année dernière seulement, ou bien ça s'est étalé sur plusieurs années? Non, alors les réflexions que je viens de te dire, elles ont commencé en 2012 en fait, quand j'étais en audit. Mais en vrai, on parlait de place, j'ai toujours un peu cherché ma place, que ce soit dans la fratrie, parce que moi j'étais au milieu. C'est vrai? Ouais. Un grand frère et une petite sœur, donc quand on est au milieu, il paraît que c'est toujours la place un peu ingrate. On va dire ingrate. Donc j'ai toujours cherché à me faire une place, que ce soit dans la fratrie, après pendant mes études, et puis voilà, au travail aussi. Donc en fait, ces réflexions, elles ont commencé en 2012. Et puis en 2014, j'ai changé de boulot et j'avais toujours ce sentiment, le travail me plaisait beaucoup plus. Je faisais de la gestion du risque en entreprise, ça me plaisait vraiment beaucoup. Par contre, l'ambiance et l'équipe, c'était pas terrible. Donc c'est ça qui m'a poussée à partir. Et en fait, à chaque fois, je cherchais ailleurs ce qui pouvait peut-être me passionner ou me faire du bien. Donc j'ai pris des cours. J'ai pris des cours d'allemand, j'ai pris des cours de couture, j'ai testé plein de choses. Je me suis remise au dessin, mais il n'y a rien qui m'a fait me sentir peut-être complète ou épanouie. Donc, tu t'es cherché pendant cette période-là, tu as tenté des choses à côté du travail, tu as pris des cours, mais malgré ça, tu n'avais pas forcément le sentiment que tu étais complète. Comment on trouve sa place dans ce genre de cas? En fait, je crois que le fil conducteur depuis des années, ça a été c'est vraiment bête de le dire comme ça, mais de chercher le sens de la vie. Ouais. Genre, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? C'est quoi le sens? C'est quoi l'intérêt? Et ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me suis jamais sentie à 100% ni à ma place, ni bien là où j'étais. Et de fil en aiguille, en fait, ça m'est vraiment tombé dessus par hasard, cette histoire de manucure. Franchement, ça a été la manucure comme je pense que ça aurait pu être la coiffure ou autre chose. J'ai toujours adoré faire des activités manuelles. Ça me donne le sentiment de méditer. Je trouve que quand on travaille avec ses mains, on est à 100% concentré sur ce qu'on fait et on pense à rien d'autre. Donc moi, ça me... C'est une activité qui te calmait, ouais. qui t'apaisait Ouais. et t'as commencé à te dire quand je fais ça, je me sens bien. Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc c'est en tâtonnant un peu comme ça, en essayant différentes activités, que tu es tombée sur justement la manicure en disant quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est une activité qui me repose, qui m'apaise. Ouais, exactement. Donc j'étais super contente quand je rentrais du travail le soir de pouvoir m'occuper d'une cliente ou deux, de le faire le week-end, ça me faisait vraiment du bien. Après, c'est tombé sur la manucure, ça aurait pu être, comme je dis, autre chose. Il y a l'aspect artistique qui m'a plu, l'aspect technique, et ce que je dois aussi dire, ce qui est un peu moins glamour, c'est le fait que c'est une activité qu'on peut lancer relativement vite. C'est-à-dire que quand on a un prêt sur le dos, c'est difficile de s'arrêter 3 ans, 4 ans pour reprendre des cours de coiffure ou en fait j'aurais aussi aimé faire de la charpente, travailler le bois, j'ai vraiment pensé à tout ça. Donc petit tips pour les gens qui sont à Luxembourg, il y a la plateforme Lifelong Learning qui est super bien. Donc si quand on cherche peut-être à faire une reconversion ou à apprendre des nouvelles choses, en fait on peut taper charpente, ébéniste, manucure, maquillage, peu importe, et en fait il y a toute une liste
de formateurs qui donnent surtout des cours du soir, donc pour pouvoir se familiariser avec une activité et voir si ça peut nous plaire. Ouais, ça c'est bien, parce que je pense, tu vois, tout à l'heure tu parlais des études, mais j'ai le sentiment que tout au long d'un cursus à l'école universitaire, on a très peu l'occasion de tester des choses différentes et de se chercher, de trouver la chose qui nous correspondra vraiment. On doit très vite faire des choix d'orientation, et une fois qu'on est bloqué dans ces choix, bah, ça définit un petit peu les métiers auxquels on va pouvoir accéder. Et donc dans ton cas, tu as fait une école de commerce, donc tu tombes après dans l'audit presque, on va dire... Naturellement. Ouais, naturellement, ouais. Et au final, jamais de la vie, t'as vraiment trop été exposée à des métiers plus manuels. Ouais. Je pense qu'ils ont mauvaise réputation aussi. Tu vois, quand t'es à l'école, on te dit, ah, si t'es pas très bon, t'iras dans une voie professionnelle, tu vois. Et voie professionnelle égale vite travaux manuels, la mécanique, la pâtisserie, la coiffure, etc. Et en fait, quand tu deviens un adulte, tu penses plus du tout à ces métiers-là comme des alternatives parce que finalement, t'as plus trop l'occasion de les apprendre. Ouais. Donc c'est bien de proposer justement des cours du soir à des personnes qui sont déjà en poste parce que ça leur permet aussi de tester des choses. De tester et de se confronter un peu à ce que c'est vraiment, parce que c'est une chose de rêver un métier et c'en est une chose de le pratiquer. 100% d'accord avec toi. Et donc, explique-moi un petit peu. Là, toi, tu es allé sur Lifelong Learning pour apprendre justement ça de manière professionnelle, ou alors est-ce que pendant un temps, tu pratiquais uniquement sur des personnes, sur des amis que tu connaissais? Comment tu t'es débrouillée? Est-ce que tu as regardé des vidéos en ligne? Comment t'es rentrée dedans? Alors, moi, je suis très laborieuse et j'aime bien les certificats. J'aime bien avoir le stempel OK, réussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une formation académique et je suis allée me former à Metz. Donc, c'était pendant une semaine. J'ai pris des congés. Je suis allée me former à l'école d'esthétique de Metz, donc les PEC Guichard-Gaspard. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé de m'occuper un peu des petites mains de mes copines qui ont fait passer le mot à leurs copines, etc. Mais c'est resté assez discret et confidentiel, on va dire. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et je sentais que... j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. C'était moyen, quoi. Enfin, normal, rien de spécial. Je posais du vernis, basta. Donc en fait, j'ai cherché à me former un peu plus et notamment via Instagram, j'ai trouvé des profils qui proposaient des manucures incroyablement parfaites. Et ce que j'ai compris, c'est que ces manucures, elles étaient faites souvent par des Russes. Donc de fil en aiguille, j'ai trouvé une formatrice russe pour me donner justement ce type de formation. Et c'est vraiment... cet apprentissage qui a rendu mon travail un tout petit peu plus différent des autres et qui m'a permis de me lancer. Ok. Donc là, cette formation, ça se passait comment? C'était quelques jours? C'était de manière intense? Tu étais en présentiel? C'était avant le Covid, hein, tout ça? C'était avant le Covid, oui. En octobre 2019. Ouais. 2019, okay. Ouais. Donc je suis partie à Lyon, je me suis formée pendant 2 jours. C'était 2 jours intenses. One-on-one avec ma formatrice, donc avec une petite partie théorique et une grande partie pratique avec des clientes qui viennent, et voilà. À savoir que pour la première manucure russe, la cliente est restée environ 6 heures. Ok. Voilà. Fallait avoir un peu de temps devant soi. Exactement. Ouais. Ouais, et donc après ça, je sais pas si je peux dire que j'ai pris confiance en moi. Non, j'avais pas confiance en moi. J'avais toujours très peur de mal faire, de faire mal. Mais je me suis forcée à contacter des filles pour savoir si elles voulaient tester la manucure. Et puis finalement, je pense qu'il y a eu un engouement autour de la technique qui est pas très connue ici. Et voilà, de fil en aiguille, ça a pu fonctionner. Ça fait officiellement combien de temps que tu t'es lancée? C'était en juin-juillet 2020. Juin-juillet 2020. Donc, plusieurs mois après, est-ce que tu arrives à on va dire, de te débarrasser de ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu arrives à te dire quand même, enfin oui, j'ai des clientes maintenant, ce que je fais, ça a de la valeur et puis ça tourne? J'essaye. Mais ça m'empêche pas d'avoir ce syndrome pour... on en a parlé tout à l'heure, j'ai d'autres projets en tête. Et voilà, j'ai toujours ce syndrome de me dire, mais comment est-ce que j'ai pu avoir l'arrogance de croire que j'allais y arriver, alors qu'en fait, ce que je fais, c'est nul, c'est banal, c'est médiocre. Voilà, c'est un peu un combat contre soi-même.
Absolument. Et ça, je le dis à chaque fois aux personnes que je reçois dans le podcast qui ont souvent, parce que c'est pas mal des gens, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils passent à l'action, qui réalisent des choses, pas forcément des entrepreneurs, pas forcément des freelances, mais en tout cas, je pense que quand on se lance, on peut à de très nombreux moments douter de soi et être dur avec soi. Et j'encourage évidemment tous mes invités qui sont durs avec eux-mêmes et les personnes qui écoutent et qui sont dures avec elles-mêmes à se foutre la paix et à être beaucoup plus sympa parce que finalement, tu te rends compte quelle énergie passer à s'autocritiquer et finalement à se dire je suis pas assez bien, c'est pas bien. Et en fait, je me dis, tu vois, finalement, c'est pas de l'arrogance que t'as eue, c'est juste que pour une fois, bah en fait, t'as suffisamment cru en toi pour faire un truc que peut-être la toi du passé n'aurait pas fait. Et ça, en fait, c'est un truc dont il faut être ultra reconnaissante et avoir plutôt de la gratitude vis-à-vis d'une telle action que finalement une forme de jugement. Mais comment oses-tu faire ça ? Ouais. Comment as-tu osé faire ça, Mélanie ? Parce que finalement, aujourd'hui, pour que tu contextualises un petit peu, tu as été salarié pendant de nombreuses années. Tu as commencé à te découvrir une passion justement pour la manicure et puis tu as voulu apprendre davantage et davantage. Tu t'es formé et puis vient le moment du Covid l'année dernière. Et donc là, tu étais dans quelle phase psychologiquement ? Est-ce que tu étais prête à franchir le pas ? Est-ce que tu t'es dit c'est le moment où je vais me lancer ? Ou est-ce que ça a généré des doutes chez toi cette période-là ? Ouais, donc je travaillais encore comme salariée. Avec le Covid, bon, on a beaucoup travaillé pour les sociétés dans lesquelles j'étais. Mais j'ai réussi, enfin, comme je n'avais plus de clientes tous les soirs et tous les week-ends, j'ai eu du temps pour un tout petit peu réfléchir. Et je me suis dit que c'était vraiment mon aspiration de me lancer dans les ongles, que j'avais très peur, mais que finalement... J'avais malgré tout quelques diplômes et un peu d'expérience qui me permettaient, au cas où ça rate, de pouvoir rebondir de nouveau dans le salariat. Donc en fait, je suis partie en me disant j'ai rien à perdre. C'est-à-dire que j'essaye. Si ça marche pas, bah, je retourne dans le salariat. C'est tout. Ok. Donc je suis pas partie en me disant ça va marcher, je vais faire un carton, ça va être génial. Je me suis dit bon, tu risques de foirer, mais c'est pas grave, tu pourras quand même retrouver un travail après. Et qu'est-ce qui a fait que là, tu t'es dit je passe le pas de travailler pour moi. Est-ce que il y avait une limite? Tu es arrivé à tes limites dans le salariat par rapport au boulot que tu faisais? Alors, j'aimais vraiment beaucoup mon travail et je remercie encore Dan et Denis de m'avoir recrutée et de m'avoir laissé ma place aussi dans les sociétés. Et je pense que ils ont aussi été une grande inspiration pour moi, même si je leur ai jamais dit. Parce que en fait, je travaillais pour deux sociétés... de petites PME que eux-mêmes ont créées de A à Z, qui ont eu un succès. Et en fait, comme moi j'étais dans le back-office, donc j'ai un peu découvert les rouages d'une petite entreprise. Et je me suis dit que si... Enfin, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Mais en fait, le fait de voir l'envers du décor, je me suis dit que c'était peut-être pas impossible que moi aussi je le fasse. Ce que j'aurais jamais osé faire si j'étais restée dans une grande boîte. Donc là, tu avais vraiment une vue globale en fait de la gestion de l'entreprise et tu t'es dit en voyant ça que peut-être tu pouvais aussi te lancer et voir ce que c'était de l'intérieur, le vivre pour ton compte, pour ta société. Ouais. Et est-ce qu'à la base, tu viens d'une famille de gens qui entreprennent, qui ont des business comme ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que je pense que ça aide d'avoir des amis ou des parents entrepreneurs pour se lancer. Donc toi, tu n'avais pas de référent direct ? Alors ma seule référente, c'est ma belle-mère qui a sa société en Allemagne et que je vois pas très souvent. Et surtout qui a une entreprise dans le jardinage. Une très grande société. Ils sont peut-être une petite centaine dedans. Donc c'est inspirant, mais il n'y a pas vraiment de comparaison possible, quoi. Ouais, très bien. Et justement, tout à l'heure, tu parlais en début du fait que
en entamant ce virage vers la reconversion professionnelle, tu t'étais petit à petit détaché en fait de certaines croyances que tu avais, de choses pour lesquelles tu avais été formée et un petit peu finalement moulée. Comment tu es parvenue justement à casser tout ça? Est-ce que toi, tu as rencontré des personnes qui ont pu t'enseigner ça? Est-ce que tu t'es mis à suivre, je sais pas, des personnes, des mentors? Comment tu as opéré en fait ce déclic? Si à la base tu viens pas d'un environnement entrepreneurial, si tu as toujours été salarié, comment tu t'es dit c'est le bon moment en fait? Alors, savoir si c'est le bon moment ou pas, ça, je pense qu'on ne sait jamais vraiment avant de se lancer. Par contre, opérer ce démoulage, on va dire, entre ce pourquoi on est formé et ce qu'on veut faire, je dirais que c'est mon copain Nico qui m'a beaucoup aidée à me détacher de ce qu'on attend enfin, ce que la société ou ce que nos parents ou notre famille attendent de nous ou ce qu'on pense que eux attendent de nous vis-à-vis de ce qu'on veut vraiment en fait. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai appris à me détacher du regard des autres parce que c'est vrai que vu ma formation, j'aurais peut-être été plus à l'aise il y a quelques années de dire que je faisais de l'audit quand je rencontrais des nouvelles personnes à une soirée ou autre. Mais le fait de m'être sentie dépouillée de tout ce que j'étais à ce moment-là, ça a entamé le processus de prendre du recul sur ce que les autres pensaient de moi. Et de fil en aiguille, je pense que j'ai, pas à 100%, mais j'ai réussi à me détacher de ce que les gens pensent de moi, même si c'est difficile. Ouais, c'est On clairement, reste toujours bien touché sûr, par bien sûr. des critiques ou autres, mais maintenant, je peux dire que je fais de la manucure et puis je m'en fiche si les gens pensent que je suis bête ou pas. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui peut être connoté... C'est trop drôle parce qu'avant qu'on enregistre, pour vous dire les choses franchement, on avait justement cette discussion avec Mélanie sur le fait, je lui disais, voilà, toi tu viens d'un milieu finance et c'est vrai que c'est un peu voilà, le secteur roi au Luxembourg, beaucoup de gens bossent dans la finance et il y a un petit peu cette vision que voilà, les métiers plus manuels ou plus liés à la vente, au côté très, voilà, ou très terre à terre, vont pas être considérés de la même manière en société. Et donc, on parlait aussi du fait que parfois, certaines clientes pouvaient avoir un regard sur des métiers comme esthéticienne, qu'est-ce que je te disais, coiffeur. Enfin voilà, il y a des gens où en fait, ils vont être plus considérés comme du petit personnel, alors qu'en réalité, il y a plein d'histoires qui se cachent derrière ces personnes. Et puis même quand il n'y a pas d'histoire, il y a simplement des personnes en fait qui se cachent derrière ces métiers. Et c'est vrai que tu me disais que tu sentais... là, ça fait presque un an que tu as entamé vraiment le virage, qu'il y avait en société des personnes qui n'allaient pas se comporter de la même manière avec toi s'ils pensaient que tu étais purement issu de cette formation, que c'était un petit peu ce que tu avais toujours fait, VS s'ils apprenaient qu'en fait, à la base, tu viens de la finance, que oui, tu as fait des études, tu viens d'une école de commerce, blablabla. Comment ça s'illustre dans ton quotidien? Si tu peux peut-être nous le rappeler dans l'épisode. je dirais que... alors, pas toutes les clientes, pas du tout, mais certaines clientes qui viennent sans savoir, sans connaître mon parcours, peuvent me traiter avec une pointe de condescendance. Pas toutes, vraiment pas toutes. Et ce qui est assez drôle, c'est le changement de comportement si, par ailleurs, pendant la manucure, parce que c'est quand même une manucure qui dure entre 1h30 et 2h, donc on a le temps de discuter. Ouais. Si pendant la conversation, je dis que finalement je fais une reconversion professionnelle, qu'avant j'étais dans la finance, alors parfois je peux sentir un changement de posture. Ouais. Que je trouve assez drôle et en même temps un peu triste. C'est clair. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler davantage. C'est ne présumez jamais rien sur les gens. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Et moi, j'ai toujours eu ça parce que j'ai fait beaucoup de petits jobs, tu vois, genre dans la vente, en tant qu'hôtesse. Enfin voilà, j'ai toujours été dans des métiers de contact humain et j'ai toujours vu un petit peu comment les gens pouvaient te traiter quand t'es de l'autre côté. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi exigeante avec les gens qui font ce taf-là parce que je l'ai fait et j'ai été aussi traitée bien et mal par des personnes et malgré tout je me donnais toujours un malin plaisir à bien faire mon taf parce qu'en fait je me disais
écoute, je vais pas te donner ce plaisir de faire la gueule en fait. Moi, je vaux plus que ça. Donc moi, même si mon taf aujourd'hui ne me plaît pas, eh ben, je vais quand même bien le faire parce que ça dira quelque chose de la qualité de mon travail malgré tout. Mais en revanche, je dois admettre que c'est pas des tafs qui sont toujours faciles parce qu'il y a des personnes qui ont une certaine façon de s'exprimer envers les autres où il y a ce sentiment de supériorité. Je sais qu'à un moment donné, je travaillais en tant qu'hôtesse sur un circuit. Et tu sais, je devais tenir le parapluie aux coureurs automobiles. Mes sombres années. Bah ouais, hein, tu sais quoi, j'assume total. Je devais avoir de l'argent. Enfin, j'avais besoin d'argent. Donc, dès qu'ils proposaient un truc, une mission, j'y allais absolument. J'étais là, mon Dieu. Si un jour je dois raconter les dessous de ces missions automobiles. Mais cela dit, ça m'a fait kiffer parce que j'adore les sports auto, j'adore la vitesse, j'adore les voitures. Moi, je m'en foutais un peu des coureurs. C'est pas mon délire. Par contre, j'adorais les caisses. Je montais avec les... tu sais, ils appellent ça, je sais plus comment elle s'appelle, une sorte de medicine cart. Tu sais, c'est la voiture qui ouvre pour qu'ils se testent derrière et tout. Enfin, moi, c'était mon kiff, quoi. Et bon, bref, à cette époque, je n'étais pas dans la voiture. Non. J'étais sur le bitume avec mon petit parapluie. Et je me souviens, il pleuvait et j'étais en train de tenir un parapluie à un coureur et puis il me dit ça va et tout. Alors bon, les gens ils vont penser qu'il était en train de me draguer. Non, enfin il était plus dans la curiosité, tu vois, pour faire la conversation. Et il me dit ah ça va et tout. Puis il me dit du coup après vous rentrez chez vous, la semaine vous faites quoi et tout. Je dis bah en fait là je suis attachée de presse et tout parce que je bossais à l'époque en tant qu'attachée de presse pour une petite boîte dans le sud. Et le mec il me fait ah bon, tu sais genre en fait il était surpris que j'avais une vie à côté de cette petite mission d'hôtesse, tu vois. Ça l'a vraiment étonné, genre j'ai vu son regard changer. Cette fille est intelligente peut-être, ouais. Tu vois, genre il y avait une possibilité. Incroyable. Que tu sois autre chose que la fille qui tient le parapluie. En fait. Exactement. Et ça, je pense que c'est valable aussi bien sur une activité professionnelle que sur un physique. En fait. Et moi, je pense que souvent aussi, j'ai été jugée sur le physique. Donc, je pense que tu peux avoir la même chose. Hein, des gens qui pensent de toi parce que tu ressembles à ça, que t'es pas intelligente, que t'es pas intéressante, que t'es superficielle. De la même manière que si aujourd'hui, t'as choisi un métier manuel, bah, c'est que t'as rien dans la tête, en fait. C'est que t'es juste très, très bonne, peut-être avec tes mains, mais que derrière, t'as pas de conversation, t'as pas de réflexion sur la vie. Et en fait, moi, j'ai tellement envie de dire que c'est les gens qui ont cette mentalité-là qui sont les plus fermés, les plus petits en fait finalement. Intellectuellement. Exactement. Et en fait moi je suis toujours passionnée en fait de rencontrer des personnes comme toi parce que je me dis c'est d'une richesse et même si tu n'avais pas eu ce parcours en finance, ce parcours en audit, etc., que de rencontrer quelqu'un qui à un moment donné a trouvé sa voie, tu vois, ça rien que ça. Combien peuvent dire aujourd'hui, je suis content, je suis heureux dans ce que je fais, oui c'est dur, mais je kiffe à la fin me voir grandir, apprendre, progresser. Il y a beaucoup de gens, tu leur demandes comment ça va le lundi, ils te disent comme un lundi. Ouais. Cette phrase, je peux pas me l'entendre, je peux pas, c'est horrible. Et ça me fout la déprime d'entendre les gens dire ça, tu vois. Je suis d'accord. Et en fait, je me dis, mais quand t'as des gens qui bossent dans les boîtes corpo, alors oui, c'est sûr, hein, sur le papier, ça fait propre, c'est un petit costard, machin et compagnie, mais que derrière, tu leur demandes comment ça va, ils te disent comme un lundi, et ils ont qu'une envie, c'est d'être le vendredi. Ouais. Tu vois, au final, qu'est-ce que toi, tu vas venir m'apprendre, en quoi ta compréhension, ta vision de mon métier va m'apporter quelque chose à moi. Enfin, déjà, t'es même pas heureux dans le tien, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours pensé que si toi, tu as envie d'être bien avec ce que tu fais au quotidien, il faut aller voir des gens qui sont bien dans leur taf et leur demander pourquoi ils sont bien, qu'est-ce qui leur plaît, pourquoi ils ont accepté de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme toi, se reconvertissent avec des conditions, tu vas nous le dire, mais peut-être beaucoup moins avantageuses que ce qu'ils avaient avant dans leur ancien taf, mais qui sont tellement plus heureux. Et je pense que il est temps vraiment de mettre cette notion, en fait, de bonheur personnel, de joie, en fait, au cœur des choix professionnels. Parce que ça, on n'en parle pas, tu vois. C'est « Ah, t'es pas très bon, va en voie professionnelle ». Et comme si, finalement... en fait, je trouve qu'on fait les mauvaises connexions au niveau de l'éducation. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui en reviennent, en fait, de ce système éducatif et de tout ce paramétrage psychologique. Et finalement, beaucoup de gens aussi qui se disent... j'ai trop peur de changer, en fait. Je peux pas, tu vois, genre j'ai cette vie-là, mais c'est ce que je connais et pourquoi même si j'ai une passion, je sais pas. Et donc, peut-être que tu nous dises un petit peu, si quelqu'un aujourd'hui, justement, a une passion, une vocation, comment faire la différence entre un passe-temps, tu vois, et un truc qui pourrait vraiment déboucher sur un métier et on va dire un lifestyle.
Ça, c'est une question très difficile. Je peux juste parler de mon expérience. Je pense que j'ai sauté le pas parce que c'est quelque chose qui me dévorait. Enfin, en fait, quand on me dit que j'ai eu du courage de me lancer, en fait, je dis toujours que c'était pas du courage, c'est qu'il fallait que je le fasse. Ouais. Enfin, j'ai senti que c'était ça ou que j'allais le regretter. Et en fait, ce qui m'a aussi aidée à me lancer, que je n'ai pas dit, c'est que pendant ce confinement, en fait, j'ai été contactée par une nail artiste qui s'appelle Lily Kreuk, qui est vraiment une référence dans son domaine. Et en fait, elle m'a proposé de venir travailler avec elle à Paris. Et en fait, pour moi, c'était inconcevable que si quelqu'un comme elle me proposait de travailler avec elle, je dise non. Et donc, en fait, je dirais que je me serais lancée, peut-être pas si vite, peut-être différemment, mais en tout cas, c'était à la fois le confinement et cette proposition qui ont fait que c'était sûr que je devais le faire. C'est intéressant ça, tu vois, en fait, de dire que t'as fait les premiers pas à un certain moment et puis c'est comme si la vie t'avait envoyé ce message incroyable et qui fait que tu te dis, je suis peut-être en train d'aller dans la bonne direction en fait. Parce que là, j'ai carrément une nana qui est une référence dans ce métier qui vient et qui me contacte et qui me propose un truc à moi. Oui, mais pourquoi elle me propose à moi Elle a dû se tromper de personne, c'est pas possible. Au début, tu remettais quand même en question. Ah, mais grave. Je me disais, mais pourquoi elle me contacte moi ? C'est sûr. Je pense que dans tout ce qu'on fait, on peut avoir cette réflexion, tu vois, de se dire, est-ce que vraiment, est-ce que je vais être à la hauteur, tu vois ? Et là, tu vois, t'as dû recevoir ma newsletter. J'ai fait une newsletter sur le pouvoir d'oser parce qu'en fait, je pense, et je l'avais partagée en citation, mais que finalement, le doute tue beaucoup plus de rêves que l'échec et qu'en réalité, il y a plus de gens qui n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils ne tentent pas, parce qu'ils sont trop dans le doute, plus que de gens qui en fait ne réussissent pas tout court parce qu'ils ont trop échoué. En fait, à un moment donné, c'est ça les règles avec l'échec, c'est que tu tentes, tu rates, tu tentes, tu rates jusqu'à ce que tu deviennes meilleur. Mais en fait, l'avantage de l'échec, c'est que ça t'apprend des choses. Ouais. Et le doute, ça t'apprend rien à part rester sur place et ne rien faire. Ouais. Et c'est dur. Ce que j'aime bien raconter, c'est que quand j'étais en école de commerce, dans une autre vie, j'étais plus ou moins tombée amoureuse d'un mec qui s'appelait Charles. Et en fait, hello. Ouais, hello Charles, si tu nous entends. Et en fait, je me souviens que j'étais allée le voir, genre pour discuter avec lui et peut-être pour savoir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et en fait, il m'avait dit non. Ah. Je m'étais pris un gros râteau. Mais en fait, je me souviens que j'avais préféré me prendre le râteau que de me dire pendant des mois, oh mon Dieu, j'étais allée le voir, qu'est-ce qui serait passé et tout. En fait, non, j'ai toujours préféré me prendre un gros râteau que de vivre dans l'incertitude. C'est terrible, hein. Ça peut tuer des gens, en fait, ça. Ce truc de avoir des rêves plein la tête, vouloir faire tellement de choses, mais ne pas se lancer et vivre avec. Et je pense que, tu vois, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui prennent des grandes décisions. Je pense c'est quand tu vois que l'envie de changer est plus importante que le fait de vivre avec le statu quo. Tu vois, d'accepter que la situation ne te convient pas, que tu n'es peut-être pas heureuse à 100%. Et ben en fait, si à un moment donné, l'envie de changer surpasse le désagrément finalement de vivre avec quelque chose qui ne correspond pas, c'est généralement le moment pour changer. Parce que j'entends souvent des gens qui disent « fais ça, applique ça, machin, et tu passeras à l'action ». Mais j'ai le sentiment, tu vois, que ça reste quand même quelque chose de très intérieur et qu'en fait, il faut avoir soi-même les bons déclics pour pouvoir passer à l'action. Même si on te donne la réponse, en fait, si de ton côté, tu n'as pas compris comment... tu vois, faire ce cheminement, au final, tu risques pas d'arriver au même résultat. Quels sont les points positifs aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans cette nouvelle vie ? Et quels sont les points sur lesquels être attentif ? Alors, par rapport à ma vie d'avant, je travaille beaucoup plus, je gagne beaucoup moins, mais j'ai trouvé mon équilibre. Ce qui me rend super heureuse, c'est de pouvoir disposer de mon temps. Donc même si je travaille plus, en fait, c'est moi qui décide. Et ça fait vraiment toute la différence. C'est-à-dire que je peux décider de ne pas travailler les lundis, mardis, et puis de prendre mon jeudi, et puis après de mettre les bouchées doubles le samedi, dimanche, peu importe. Mais c'est moi qui décide. Et ça me fait vraiment du bien. J'ai plus le sentiment d'être coincée quelque part, pris au piège. Même si, je le répète, dans mon dernier job, c'était vraiment...
En fait, ce qui me fait dire que j'ai bien fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais des responsabilités, on me faisait confiance, on m'a donné beaucoup de flexibilité et je sais que j'aurais jamais pu avoir plus ailleurs, mais ça ne suffisait plus. Ouais. Donc voilà. Après, les points sur lesquels faire attention, c'est que je suis un peu une workaholic. Et en fait, je dois vérifier que je dépasse pas ma propre capacité de travail. Ouais. Comme pour le moment, je suis toute seule, ça veut dire que ma société est limitée par ma propre capacité de travail. Et donc, je dois creuser et trouver des solutions pour peut-être faire grandir la société, mais sans être seule. Oui, parce que toi, comme tout le monde, ne disposes toujours que de 24 heures par jour. Et donc, évidemment, tu peux bosser un maximum sur ces plages horaires, mais en réalité, comme ton temps, il est échangé contre de l'argent, il est important de savoir un petit peu se dire que même si tu travailles beaucoup, à un moment donné, tu seras toujours quand même plafonné sur un certain rythme. Et que finalement, si tu as un rythme qui est infernal, tu ne pourras pas non plus le garder tout le temps. Ouais. Et le but, c'est pas de faire un burn-out ou de m'épuiser au travail, même si c'est mon travail, ma société. Le but, c'est quand même d'avoir un certain équilibre et de profiter de mon temps libre, de mon copain, des animaux, enfin juste de vivre en fait. Alors, sans rentrer dans les détails à nouveau, mais tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est assez étonnant, c'est que tu es dans un domaine qui est quand même très niche. Et on se dit, dans ce domaine-là, il n'y a pas trop de drama, quoi, il ne se passe rien. Et tu me disais qu'en fait, ça reste comme n'importe quel domaine et t'as des déconvenus, t'as des déceptions sur des gens, parce que voilà, il y a de l'humain en question et donc parfois tu peux être aussi un peu saoulé, même dans ce domaine-là, par rapport à des comportements. Oui, parce qu'en fait, d'un point de vue extérieur, on a toujours tendance à simplifier une activité qu'on ne connaît pas, que ce soit vendre des frites dans une baraque à frites, faire de l'audit, faire les ongles, être coiffeur. Mais en fait, dès qu'on rentre dans ce microcosme, c'est l'infinie complexité des relations humaines, des techniques, de la compétition qu'il peut y avoir entre praticiens. Et je ne sais pas si on dit praticien ou autre, mais... Mais on a compris. Donc en fait, ne jamais simplifier ce qu'on ne connaît pas, parce que c'est l'infinie complexité. Et en fait, les dramas qu'on peut rencontrer dans le monde corporate, que ce soit même dans la mode, dans la finance ou autre, en fait, on retrouve les mêmes dramas dans des métiers manuels, parce qu'en fait, c'est les mêmes personnes. Exactement. Tu me disais, voilà, tu peux avoir des gens qui vont dire oui, ne me copie pas, ou c'est pas bien ce que tu fais, ou quoi. En fait, des gens à qui tu n'as rien demandé, qui viennent et qui donnent leur avis, parce que finalement... potentiellement on te voit comme une menace alors qu'en fait il y a de la place pour tout le monde. Ça c'est pour moi le plus gros spoiler de la vie, quoi. C'est qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde, quoi. Et que il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre, quoi. Absolument. Et ça, je pense que on nous le dit pas assez, parce que bon, après moi ça je t'avais déjà dit mon avis, parce que je pense qu'en tant que femme on nous fait croire, on grandit avec cette idée en fait que c'est presque Koh-Lanta, tu vois. À la fin, il ne restera qu'un. Et bien, à la fin, il ne restera qu'une. Mais non, en fait, à la fin, on peut être des milliers, des millions, en fait, sur le poteau, tu vois. Et en fait, on va juste pas avoir envie de faire les choses de la même manière. Et c'est très bien comme ça. Il faut de la diversité. Je pense que justement, avec cette mentalité-là, ça coupe les ailes à trop de femmes, même d'hommes, hein, qui se disent non, après tout, pourquoi moi je me lancerais? Il y en a qui font ça mieux que moi. Il y en a qui sont déjà là et tout. En fait... il faut surtout s'écouter en réalité, parce que si toi tu t'étais dit bon voilà, je suis des filles sur Insta, elles font les ongles, elles le font bien, pourquoi moi j'irais me mettre là-dedans, finalement tu passes complètement à côté d'un truc qui est pour toi et qui te fait du bien et qui t'apporte du plaisir. On sent chez toi cette envie d'apprendre, et en fait moi je trouve qu'on n'est jamais aussi vivant que quand on apprend. Tu vois, l'apprentissage, c'est le truc qui te fait sentir vivant, en fait. C'est de se dire,
j'ai encore beaucoup à apprendre. Je passe par des phases où je suis fière de moi, des phases où peut-être je suis déçue, des phases où je stagne, des phases où je pensais avoir appris ça mais je galère encore. En fait, c'est le moment où tu es le plus en termes d'émotions. En fait, ça varie énormément. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'on met pas assez au point d'honneur. Je le dis à chaque fois dans mes podcasts, mais je te promets, j'ai le sentiment, tu vois, qu'on nous apprend jusqu'à l'école, bim, on nous livre. Après, on rentre dans le marché du travail et on arrête d'apprendre. Et ça, je pense qu'on souhaite se reconvertir ou pas, on ne devrait jamais s'empêcher d'apprendre. Ne serait-ce que pour la flexibilité de l'esprit. Et puis juste pour grandir, quoi. Enfin, pour moi, je trouve que quand on n'apprend pas, on meurt. Exactement. Qu'est-ce qu'on se fait chier quand on n'apprend pas. Et puis tu le vois aussi dans les boîtes, enfin, que ce soit là dans le domaine, alors dans le domaine de l'esthétique, il faut tout le temps apprendre, sinon t'es largué, mais je trouve que c'est pareil dans tous les domaines. Et on a tous eu un collègue qui nous a dit mais pourquoi il faut changer, on a toujours fait ça comme ça. Mais franchement j'ai envie de les tuer, les gens qui disent ça, quoi. C'est pas possible. Pourquoi on devrait changer? Peut-être parce que c'est dépassé, ou qu'on a trouvé mieux ou plus rapide, ou peu importe, mais... Absolument. On les met au placard avec ceux qui disent comme un lundi. Oh, ouais, ok, ça marche. Voilà, allez prendre le train du changement, ça vous fera beaucoup de bien. À nous aussi, au passage. Du coup, est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux pour te suivre et pour découvrir ce que tu fais? Je n'ai qu'un seul réseau, c'est Mélanie & Nails sur Instagram. Et puis, si vous voulez me faire un petit message, me poser des questions, vous êtes toujours les bienvenus, je réponds à tout le monde. Super. Et on peut aussi, en tant que nouvelle cliente, prendre rendez-vous avec toi, c'est possible? Oui, c'est possible. T'as un calendrier sur un site? J'ai un calendrier, ouais. En fait, j'ai un site internet, le lien se trouve dans la bio de Instagram. À savoir que mes petites clientes, j'essaye quand même de les chérir. Donc, mes régulières, elles ont toujours la priorité pour prendre rendez-vous. Et quand il reste de la place, j'ouvre le calendrier à toutes. Les nouvelles. Ouais. C'est cool. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce que fait Mélanie. C'est une vraie passionnée. Et c'est ça que j'aime chez toi, c'est que tu ne fais pas juste les ongles. En fait, tu amènes le truc au next level en disant il faut toujours que je fasse le truc un peu plus fou, mais tout en acceptant aussi des choses plus simples, plus classiques. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton métier. C'est une vraie expression artistique et créative. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Mélanie, à découvrir un petit peu son travail. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2021 qui sera aussi officiellement, qui signera le premier anniversaire de ta société. Et aussi de continuer à te développer et à trouver toujours l'équilibre entre justement cette reconversion qui t'a apporté beaucoup, mais aussi les nombreuses choses qui t'attendent encore, parce que je pense que t'as ouvert la voie en fait à encore plein de choses, plein de nouveautés, plein de potentielles nouvelles activités. Donc voilà, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup et je te souhaite la même chose. Merci et à bientôt. Merci. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt!